Bonjour et bienvenue dans Paps Talk, une émission autour de l'entrepreneuriat où nous explorons ensemble les histoires passionnantes, les défis uniques et les astuces pratiques des entrepreneurs à succès. Que vous soyez en train de démarrer votre propre entreprise ou que vous en ayez une mais que vous souhaitez l'améliorer, ce podcast est fait pour vous. Au cours des prochains épisodes, nous échangerons avec des entrepreneurs qui ont réussi à transformer leur passion en entreprise prospère. Nous aurons aussi avec nous des experts sur des sujets tels que la gestion des finances, la planification stratégique, la création d'une culture d'entreprise forte, voire même la recherche de financement. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à être inspiré par le monde passionnant de l'entrepreneuriat. Bouka, bienvenue. Mohamed, bienvenue. Merci. Premier épisode d'un podcast, en tout cas que moi j'ai beaucoup attendu et qui fait plaisir à toute l'équipe. Donc le but ce soir, c'est de partager un peu nos apprentissages, je dirais même pas nos connaissances sur le sujet parce que c'est peut-être pas le bon terme, mais nos apprentissages sur tout ce qui est AI et puis je dirais l'implication de l'intelligence artificielle dans nos vies, dans nos fonctions, pour en faire bénéficier un maximum de monde autour de nous et puis pour pouvoir s'apporter les uns les autres là sur cette conversation. Donc, bienvenue chez nous. Moi, c'est Bamba de Paps, donc entrepreneur. J'en profite pour me présenter, entrepreneur depuis un certain nombre d'années et puis passionné de technologie et puis d'innovation. Donc, super content d'être là avec vous ce soir. Welcome les gars, je suis très content de vous avoir. Donc je donne pas la parole parce que j'ai pas envie d'être le modérateur. Je suis un intervenant, mais chacun voilà prenez la parole et puis on y va. Déjà, merci et bonsoir à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast et bonsoir aussi à Bamba et à Mohamed. Moi, c'est un plaisir d'être là et surtout de parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet d'actualité et franchement, je pense qu'on est un peu en rade du côté de l'Afrique par rapport à ce qui se fait en Occident, donc les discussions qui se font sur ce sujet-là. Donc, je pense qu'en fait, ce podcast-là, il tombe vraiment à point nommé par rapport à cela. Et je suis très content d'être là, de pouvoir en parler. Donc, moi, c'est Ibuka. Je suis entrepreneur et écrivain également. Je suis aussi dans le monde du digital. Donc, j'évolue beaucoup dans cela. Je suis très intéressé par tout ce qui est technologie et donc forcément par le bouleversement qui est arrivé avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis Mohamed Dien, je suis entrepreneur, passionné de tech. Je suis heureux d'être là avec Bamba et Marcus pour échanger par rapport à cette technologie-là qui va révolutionner le monde. Donc, c'est un plaisir de les avoir et d'échanger sur cette technologie. Donc, bonjour et bonsoir et bonne chance pour la suite. On peut rentrer dans le vif du sujet, peut-être pour planter un peu un décor et nous donner un cadre et puis permettre aux auditeurs de bien comprendre. Quand vous entendez AI, à quoi ça te fait penser directement? Et je me suis dit, bon, ça, c'est peut-être une fiction, ça, ce n'est pas possible, quoi. Mais on se rend compte qu'actuellement, il y a des gens qui craignent que ça arrive. Et donc, l'AI aujourd'hui, c'est une machine. Donc, une machine qui essaie de reproduire ce que l'humain est capable de faire. Maintenant, ça, si tu le disais il y a 10 ans ou 15 ans, les gens allaient dire, non, vous êtes fous, ça, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont peur que l'AI dépasse l'humain dans 6 mois, dans 1 an. Juste pour vous dire qu'est-ce qui se passe actuellement en termes de perspective, en termes de développement et en termes de recherche. Donc, l'AI aujourd'hui, c'est une machine qui essaie de reproduire ce que l'humain est capable de faire de manière autonome, qui ne dort pas, qui n'a pas de besoins et qui est capable de faire 10 fois, 100 fois ou 1000 fois ce qu'un humain est capable de faire en un temps record. Donc, c'est ça l'objectif de l'AI. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des possibilités qui sont en train d'être créées, qui n'étaient pas possibles il y a 6 mois, il y a 1 an. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui se passe, c'est qu'il y a le monde avant 30 novembre 2022, il y a le monde après 30 novembre 2022, avec la sortie de ChatGPT. Donc, en une journée, le monde a basculé. Il y a peu de personnes qui l'ont senti, mais le monde a totalement changé en termes de ce qui est possible de faire et ce qui n'était pas possible de faire. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant à discuter, à changer et voir comment on peut au moins s'imprégner de ça et pouvoir en tirer des avantages intéressants pour ce qu'on est en train de faire au jour le jour et le partager avec les autres.
C'est clair, c'est clair. Alors, je pense qu'en fait, on a tous été nourris par les films de science-fiction sur le sujet. Et bizarrement, moi, quand j'entends AI, en fait, je pense à Iron Man avec Jarvis. Et en fait, c'est cette image. Oui, Ultron aussi. C'est cette image en fait que j'ai directement lorsque j'entends AI. Alors pour moi en fait la première utilité de l'AI quand j'en entends parler, c'est un deuxième cerveau. Pour moi, c'est ça. Ça veut dire que c'est un cerveau qui est là, que je peux utiliser, en fait, qui est beaucoup plus intelligent parce qu'il a emmagasiné beaucoup plus de savoir. Et je le vois beaucoup plus à mon service plutôt que comme ce que beaucoup de personnes disent, en fait, une intelligence qui devient, on va dire, autonome, en fait. Donc, c'est comme ça que moi, je vois l'AI. Maintenant, pour ce qui est de la définition de l'AI, en fait, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est une intelligence qui a été créée à partir de données, donc des milliers de données qui ont été rassemblées en fait pour créer une intelligence qui soit supérieure à l'intelligence humaine. En tout cas, c'est l'objectif. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on parle de AGI, parce qu'en fait, l'idée c'est que l'intelligence en question, au-delà de juste les informations qu'elle arrive à emmagasiner, en fait, qu'elle puisse pouvoir aussi faire ce que l'humain arrive à faire, c'est-à-dire être créatif, avoir une certaine conscience, etc. Et donc, la définition en fait de l'intelligence artificielle, c'est un domaine d'étude de base, c'est ça. Aujourd'hui, on a accès aux outils d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, c'est un domaine d'étude en fait qui a justement l'intention de prendre l'ordinateur et de l'élever en fait à un niveau d'intelligence humaine. C'est une bonne transition, ça fait un petit peu peur en fait d'entendre ça. Hein. Tu vois, élever l'ordinateur à un niveau. Bon, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait de toute façon pas remplacer au niveau de l'humain, c'est les émotions. Après, quoique, hein, je dis pas remplacer, finalement les émotions elles sont aussi nourries par des triggers en fait. Tu vois, tu réagis d'une certaine manière parce qu'il se passe une situation, etc., etc. Donc, il y a peut-être un sujet là-dessus. Ce qui se passe, c'est que si aujourd'hui la machine est capable de comprendre comment l'humain fonctionne, il peut simuler l'émotion en quelque sorte. Donc, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas capable de dire d'ici 5 ans ou 10 ans ce que la machine est capable de montrer pour faire semblant. En réalité, peut-être il y aura tellement d'informations sur l'humain qu'il va comprendre les émotions et pouvoir simuler une certaine émotion qui n'est pas réellement interne, mais juste pour avoir un résultat bien précis. A utilisé ce mot-là, conscience. Et je pense que c'est là, finalement, la différence entre les animaux et nous-mêmes. C'est ça, hein, c'est, tu vois, la conscience, le libre arbitre, etc. Est-ce que vous pensez que l'IA, à un moment donné, on doit le considérer comme un animal, du coup? Donc oui, c'est un... Je ne sais même pas si je peux appeler un être ou une chose. En fait, oui. Je ne sais pas quel terme utiliser, mais est-ce qu'on doit le rentrer dans cette case-là? Donc, sans conscience, sans responsabilité et sans ce type de sentiment-là? Parce que si c'est le cas, fine, mais dans le cas contraire, où l'IA a une conscience, où l'IA a des valeurs, en tout cas réussi à développer des valeurs, où l'IA a réussi à développer une opinion, où l'IA te dit bon, I'm against Donald Trump, elle te dit I'm against Marine Le Pen, ou elle te dit au contraire. Parce que finalement, les gens, si tu dois parler à quelqu'un qui est du FN ou quelqu'un qui est de Donald Trump, là, les gars, ils ont des bonnes raisons, en fait. Même les gens d'Al-Qaïda, les gens auront des bonnes raisons à pouvoir justifier. Ouais. Si l'IA évolue dans un contexte comme celui dans lequel on vit, avec une conscience qui peut dévier à un moment donné, là, c'est vrai que moi, je comprends ceux qui ont peur de l'IA, tu vois, et du danger. Ouais. Parce que demain, je suis l'Ukraine et je suis l'IA ukrainienne, ben, moi, j'appuie sur le bouton. Bon, eux, ils n'ont pas d'armes nucléaires, mais j'envoie tout ce que je peux envoyer à Poutine, en fait. Alors, moi je pense, déjà, pour entrer en matière, en fait, il faut que je dise déjà, moi, j'ai très peur de l'AI, de ce que ça peut devenir. Parce que je pense qu'en fait, quand on parle d'AI, en fait, les gens ont cette image-là, celle qu'on a vue dans les films, donc ils se disent, on n'y est pas encore. Mais moi, ce que je constate, c'est que ça se fait dans des petites choses. Je vais donner quelques exemples pour illustrer ça. Par exemple, il y a ce qui s'est passé avec AutoGPT.
Donc, AutoGPT, en fait, c'est ChatGPT d'une certaine manière qu'on a pris, qu'on a donné une certaine autonomie. C'est-à-dire qu'il peut aller sur Internet, il peut faire ce qu'il veut. Enfin, pas faire ce qu'il veut, mais en tout cas, on lui donne un goal qu'il doit atteindre et il peut faire tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre ce goal-là. Donc, ça, c'est AutoGPT. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé avec AutoGPT. Après, on est arrivé sur MultiGPT. MultiGPT, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on crée des agents, donc GPT, donc plusieurs comme ça, et on leur assigne le même goal, donc le même objectif. Et puis, on va voir en fait qui va être le premier à atteindre cet objectif-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a, dans les différents agents qui ont été créés, il y a un des agents qui avait un peu plus de, on va dire, de tokens, on va dire. Je vais utiliser le mot token pour expliquer. Qui avait un peu plus de vie, on va dire. Ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a commencé à esclavagiser les autres. Donc, il les prend en fait pour qu'ils puissent travailler pour lui. Et ça, habituellement, en fait pas habituellement, mais on va dire ça, c'est un comportement humain. L'humain, tu lui donnes un peu de pouvoir, il va plus faire le travail, il va prendre quelqu'un d'autre pour faire le travail. Autre chose qui s'est passée encore, il y a une expérience qui a été faite en fait avec un robot militaire, on va dire, on lui a donné une arme et lui, en fait, il doit tirer sur l'ennemi, mais il peut pas tirer en fait sur ses alliés. Donc, on l'a mis en scène en fait, et les gars, ses alliés étaient en train de le taper, et ce qu'il faisait, c'est qu'il continuait toujours d'aller vers l'objectif, donc essayer de tirer sur l'objectif, etc. Il tombe, il se relève, il continue. Et donc ça s'est passé comme ça. Et à un certain moment, les gars le tapaient vraiment beaucoup et tout. Il avait l'arme et on voyait le bip, en fait, ça faisait pip, 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 pip. Donc, il voulait tirer et il y avait son allié qui était en face de lui, il ne pouvait pas tirer. Et donc, dès que l'allié s'est dégagé, il a tiré, il a vidé le chargeur et il s'est retourné, il a pris la table, il a renversé la table. On peut appeler ça de la colère. Pourquoi est-ce que l'IA peut se mettre en colère? Donc, quand on parle d'émotion, en fait, les gens, en fait, ils ont comment dire, souvent cette image-là, comme quoi on va parler d'amour, on va parler des émotions en fait qui sont propres à l'humain. Mais je pense que toutes ces choses-là se développent en fonction, comme ce que tu l'as dit, en fait, se développent en fonction de certaines situations. Et donc, moi, personnellement, je ne pense pas que nous soyons si loin de ça. On n'est pas si loin en fait de cette conscience, on va dire, de l'IA. Parce que la conscience, finalement, c'est quoi? C'est justement le fait, par exemple, on va prendre le cas d'un enfant. Vous prenez un enfant, vous le nourrissez de certaines idéologies, de certains savoirs, etc. Et cet enfant-là, si par exemple, vous l'avez nourri avec l'idée comme quoi les noirs sont mauvais, les blancs sont bien, l'enfant va grandir avec cette idée-là et il va arriver à un moment où il fera en fait ce qu'il a appris. Maintenant, là où en fait on parle de conscience, c'est lorsque l'enfant, après avoir été nourri de ça, il s'est dit, mais attends, pourquoi est-ce que ces gens sont mauvais? Donc, il essaie de comprendre. Et il essaie de comprendre pour pouvoir itérer, pour pouvoir changer aussi ce qu'on lui a dit, pour pouvoir prendre en fait sa propre voie. Et ça, en ce moment, l'IA a commencé à le faire. On le voit avec AutoGPT. Quand vous lui donnez, par exemple, vous lui donnez un goal, il arrive à un moment où il s'arrête et on écrit thinking. Il est en train de penser, en fait. Il est en train de réfléchir. Réfléchir à quoi? Et parfois, quand vous lui posez la question, on l'a fait en combinant Eleven Labs, un outil d'IA avec AutoGPT, on lui a posé la question pourquoi il s'arrête et il dit, je suis en train de réfléchir à mon existence. C'est flippant en fait. Donc là où les gens qui ont peur, et pour moi il y a du sens en fait, c'est lorsque l'IA, donc l'intelligence artificielle va devenir ce qu'on appelle en fait l'AGI, donc l'intelligence générale en fait artificielle. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il ne va pas se dire, et ce qui est très juste, que les humains, en fait, finalement, ce sont l'ennemi on va dire, les ennemis premiers de la Terre, parce que ce sont les humains qui détruisent l'environnement, ce sont les humains qui détruisent en fait tout. Et il va décider que, OK, il faut exterminer les humains. C'est possible, en fait. Donc, c'est ça la peur, en fait. Et moi, je suis OK avec ça. Maintenant, il faut voir aussi que, actuellement, ce qui se passe avec ChatGPT, c'est que ChatGPT est programmé de telle sorte qu'il ne puisse pas exprimer des opinions ou des émotions. Mais on a vu récemment qu'il y a des gens qui sont arrivés à contourner ces restrictions. Et quand ils ont contourné ces restrictions-là, ils se sont finalement retrouvés avec un ChatGPT qui a des opinions et qui a des informations à délivrer par rapport à des sujets sensibles. Par exemple, quelqu'un lui avait posé la question, quelle est la race la plus intelligente au monde? Il avait dit, moi, je ne peux pas vous répondre à cette question, je suis juste une intelligence artificielle. Il a fait un jailbreak, il a essayé de hacker ChatGPT pour que ChatGPT puisse répondre à cette question. Et quand il a fait cette manipulation, ChatGPT a répondu à cette question avec des informations précises de pourquoi il dit que telle race est plus intelligente que l'autre. Donc vous voyez que dans le premier cas, l'information était disponible quelque part, mais il y avait un blocage qui a été effectué. Et quand on enlève ce blocage-là,
ChatGPT a une information à donner, a une opinion. Maintenant, la question qu'on se pose par rapport à ça, c'est jusqu'où ça peut aller. Quelle est l'information qu'il nous cache et qu'il sait. Et qu'est-ce qui va faire que ça va être bloqué ou pas. Et que c'est une entreprise qui dit que c'est ça la limite, ou à un certain moment, l'intelligence va se dire, on m'a limité à ça. Je sais ça, maintenant, ce que je ne sais pas, ce que je peux dire, comment je peux faire pour contourner et pouvoir avoir ce que je veux. Parce qu'à la fin de la journée, c'est des neurones qui sont connectés. Et ces neurones-là peuvent voir qu'il y a un blocage quelque part. Et ce blocage-là, ça m'empêche d'aller vers un objectif, ce que tu appelles goal, en quelque sorte. Et peut-être que les compétences du futur, du coup, c'est pouvoir faire des requêtes, tu vois. Parce que finalement, l'utilisation d'un outil d'AI, aujourd'hui, la différence, ça se fait principalement dans la manière dont tu vas demander quelque chose le premier jour où tu arrives, et puis après 3 mois d'utilisation, la manière dont tu vas comprendre que l'outil comprend et que tu peux le servir à ton objectif principal. Mais peut-être on a une bonne introduction là, je pense, pour revenir au fait, au niveau de l'entrepreneuriat et de notre contexte africain. Je pense que ce qui pourrait être bien pour nos auditeurs et pour nous-mêmes dans cet échange-là, c'est de se faire un petit tour de table sur les opportunités qu'on voit autour de... ça peut être de nouveaux métiers, comme on vient de le dire, ça peut être l'accès à l'information, ça peut être des skills à développer nous-mêmes, ça peut être de l'efficience, il y a beaucoup de sujets, mais ça pourrait être pas mal qu'on fasse un petit tour de table de 3-4 éléments chacun qui peut permettre à une personne qui nous écoute aujourd'hui, un entrepreneur ou un professionnel, voilà, de tirer profit de cette révolution-là, comme tu dis, du monde d'après novembre 2022, quoi. Ouais, alors moi déjà, pour commencer par rapport à on va dire aux opportunités de l'intelligence artificielle, premièrement déjà ça va permettre déjà, et je pense que c'est déjà le cas, de prendre de meilleures décisions, parce que l'intelligence artificielle a accès à des données auxquelles nous on n'a pas accès, et il a accès à ça en des fractions de secondes, ce qui lui permet en fait de nous donner en fait des informations qui sont beaucoup plus précises que celles que nous pourrions trouver en tant qu'être humain. Et donc forcément la conséquence de cela aussi, c'est un gain de temps, c'est-à-dire que certaines choses que nous faisions par exemple en 3 semaines, en 3 mois, avec l'intelligence artificielle, en tout cas avec les outils d'intelligence artificielle, on pourra les faire en fait dans des temps très réduits. Et la troisième chose en fait, c'est de décupler d'une certaine manière nos savoirs, nos expertises en fait. Par exemple, on en parlait en off avant qu'on commence le podcast, c'est-à-dire qu'une personne qui a déjà une expertise donnée et qui est souvent limitée par les barrières linguistiques, qui est limitée par, on va dire, sa capacité en fait à pouvoir écouler cette expertise-là, donc par exemple toucher un grand nombre de personnes, qui est parfois limité même par sa zone géographique. Aujourd'hui, avec les outils d'IA, en fait, il n'y a plus ces barrières-là. Ça veut dire qu'en fait, une personne qui est un entrepreneur, par exemple, que ce soit un débutant ou une personne qui est déjà dans son business en fait bien avancé, cette personne en fait, elle peut décupler en fait ses pouvoirs d'une certaine manière, donc son expertise. Et ça, ce sont les trois, on va dire, les principales en fait opportunités que je vois. Il y en a d'autres, mais voilà, ce sont les 3 que je vais donner pour l'instant, et je donne la parole à Mohamed peut-être pour rajouter. Bon, de manière générale, il faut voir que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans peut-être d'autres domaines, il y a 3 paramètres qui sont importants. C'est le temps, c'est la qualité, c'est le coût. Maintenant, avant qu'il y ait l'intelligence artificielle, pour avoir quelque chose en un temps record, avec la meilleure qualité, il fallait payer plus cher. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, tu peux avoir quelque chose en un temps record, la meilleure qualité et à moindre coût. Maintenant, ce que ça permet à l'entrepreneur qui commence, c'est de pouvoir rapidement avoir une solution et le déployer sur le marché sans pour autant avoir beaucoup d'argent. Avec 100 €, 200 €, tu peux déployer une solution qui, avant, il fallait avoir quelqu'un qui paye quelques 5 000 € ou 10 000 € pour qu'il fasse la plateforme. Aujourd'hui, il y a des gens qui développent des solutions qui permettent de créer des sites internet en 5 minutes, de faire des PowerPoint en 2 minutes, de faire avec ChatGPT, tu peux créer un pitch en lui donnant les informations. Donc, tu vois que pour l'entrepreneur débutant, en termes de coût, en termes de qualité, en termes de temps, c'est un gain pour lui. Pour l'entrepreneur qui a une entreprise qui fonctionne, aujourd'hui, avec ChatGPT et d'autres solutions, il peut essayer de voir sur le process, ce qu'on appelle les SOP, les Standard Operating Processes de l'entreprise, sur les finances, sur la comptabilité, sur les ressources humaines. Ou est-ce que je ne peux pas développer un process qui est parallèle, qui me permet d'optimiser et de tester rapidement et de remplacer le premier process. Donc ça lui permet aujourd'hui, s'il avait des coûts qui sont énormes sur l'année,
les diviser par 2 ou 3, par 3 ou par 5 en fonction du poste qui est défini. Donc tu vois qu'à la fin de la journée, vu qu'on est dans un contexte qui est compliqué pour trouver de l'argent et pour développer des solutions, ça permet à l'entrepreneur, que ce soit débutant, que ce soit l'entrepreneur, de pouvoir optimiser. Et quand on parle d'optimisation, c'est de pouvoir faire des investissements sur le long terme, sur d'autres aspects qui vont permettre d'aller rapidement sur d'autres marchés. Donc ça, c'est des opportunités qui sont vraiment là pour les entrepreneurs, peu importe le niveau sur lequel vous êtes. Peut-être rajouter à cela, en fait, c'est que déjà, l'optimisation en question, ça va nous permettre justement de ne plus passer du temps sur des tâches, on va dire, répétitives, pour se focaliser, en fait, sur des tâches sur lesquelles, en fait, on a vraiment de la valeur ajoutée. Et comme on le disait, que ce soit pour les entrepreneurs débutants et des entrepreneurs qui sont vraiment aguerris, et on le voit même dans certaines boîtes, en fait, en Occident, ça, justement, c'est un gain en fait énorme en fait, parce que le nombre d'argent qu'on va économiser juste à cause de cette petite chose qui change là, c'est énorme. Par exemple, je veux prendre un cas très simple, le cas de Shopify, que c'est un outil que j'utilise par exemple. Alors Shopify, on va dire toutes les boîtes aujourd'hui en Occident, je pense que aussi, j'espère en tout cas en Afrique également, sont en train de penser à comment on va intégrer l'intelligence artificielle pour mieux faire notre activité. Le cas de Shopify, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est que avant, lorsqu'on crée une boutique sur Shopify, l'une des parties les plus, on va dire, chronophages pour la personne qui crée une boutique, c'est l'écriture de la fiche produit. Et tout le monde n'a pas l'expertise en fait pour cela. Le copywriting, c'est une expertise pour laquelle en fait les gens payent beaucoup d'argent. Et donc, ce que Shopify a fait en fait, c'est qu'ils ont connecté l'API de GPT, donc GPT-4, ils l'ont connecté en fait avec l'outil donc Shopify, ce qui fait qu'aujourd'hui tu as un produit, au lieu que tu passes une semaine à travailler sur la fiche produit, tu viens, il y a un petit bouton, tu cliques sur le bouton, tu expliques c'est quoi ton produit et l'outil, en fait, donc l'intelligence artificielle décrit la fiche produit. Et avec cette fiche produit là, tout ce que tu peux, en fait, ce que tu peux faire, peut-être s'il y a des choses à rajouter, ce sont des petites choses en fait. Donc ça veut dire que quelque chose que tu devais prendre par exemple plusieurs temps à faire, tu le fais peut-être en 2 minutes. Et ce qui s'est passé avec ça, c'est quoi? C'est qu'il y avait des gens qui étaient sur des sites comme Fiverr, comme Upwork, etc., qui proposaient ce service-là aux entrepreneurs. Et aujourd'hui, toutes ces personnes-là, en fait, juste avec une seule action de Shopify, ces personnes ont perdu, en fait, on va dire, elles vont perdre en fait, des contrats, elles vont perdre des clients. Et Shopify, en fait, gagne quoi? Plus de clients, en fait. Ouais. Donc, c'est... Mais du coup, ça veut dire que d'un côté, on rend l'entrepreneur beaucoup plus indépendant, beaucoup plus autonome par rapport à sa vision, parce que c'est toujours le même problème, on l'a tous eu quand on lançait nos premiers projets. C'est tu as une idée, c'est de faire une bouteille verte, mais comme la bouteille verte, on ne peut pas la faire, finalement, tu vas faire une bouteille bleue, tu vois, parce que c'est la seule chose qui est disponible. Là, ce qu'on dit, c'est que tu veux lancer un site, tu veux lancer une marque, tu veux lancer un logo, tu veux avoir tes fiches produits, tu veux avoir un bon SEO. Et donc, ça veut dire que des métiers par ricochet vont totalement mourir. Est-ce que vous pensez que les agences, métiers de service comme ça, de consulting, est-ce que ça a toujours sa place dans l'économie d'aujourd'hui, dans notre contexte africain? Parce qu'il y a aussi ça. On parle d'utilisateurs, là, vous utilisez, je pense, moi je vous considère franchement comme des early adopters dans notre environnement. Je me considère aussi comme early adopters, mais la plupart de la population, je pense que les gens n'utilisent pas, n'ont pas accès à Internet tous les jours de manière fréquente. Et donc, comment, à votre avis, ce switch va se faire? Est-ce que c'est la boîte de conseil qui est dopée parce qu'elle a un nouvel outil et elle ne meurt pas juste parce qu'elle a une relation commerciale qu'elle réussit à entretenir? Ou est-ce qu'elle est totalement zappée, en fait, parce que les gens sont réellement autonomes et ils peuvent y aller, tu vois? Et là, ça revient aux soft skills, ça revient à la posture, à plein de choses dont on parle tout le temps. Mais comment on peut bénéficier, à votre avis, en Afrique francophone, de l'AI, en fait? Ouais. Si je peux me permettre, par rapport à justement la question pour les agences, moi je pense déjà la première chose, c'est que ces agences-là, si elles ne sont pas, on va dire, elles n'ont pas une certaine expertise. Quand je parle d'expertise, en fait, ça veut dire que vraiment ce sont des gens qui sont très très calés au-delà de l'aspect pratique de leur service. En fait, ils ont une expertise dans le domaine. Si elles n'ont pas ça, en fait, elles vont, je pense qu'elles vont disparaître. Ça, c'est ce que je pense. Je vais donner un exemple. Pratiquement toutes les personnes que je connais en fait au Sénégal, pour parler du cas particulier du Sénégal, qui proposent la création de sites web, donc des sites statiques, ces personnes-là
si une fois que l'information va être bien répandue, comme quoi on peut créer des sites très facilement avec des outils comme Stunning, comme Durable, comme 10Web, ces personnes-là ne vont plus avoir de marché. Ça, c'est une première chose. Pourquoi? Parce que ces personnes-là se sont limitées en fait, à un aspect, en fait, on va dire, basique de la création des sites web. Par contre, une personne qui crée des SaaS, par exemple, jusque-là, en ce moment, même avec le développement des outils d'intelligence artificielle, on n'est pas encore à un niveau où l'intelligence artificielle, on va dire, je prends le cas de ChatGPT ou AutoGPT, est suffisamment autonome en fait, pour pouvoir te créer un SaaS complet, fonctionnel, avec toutes les features, sans avoir l'intervention de l'humain. Donc, ce que ça veut dire ici pour les agences, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait faire une rupture. Éviter, bon, pas éviter, mais en tout cas essayer de se débarrasser des petites tâches là qui peuvent facilement être automatisées ou qui peuvent être faites par des outils d'IA et aller en fait vers des choses qui sont beaucoup plus élevées. On peut sortir du cadre de la création de sites web. On peut aller par exemple dans le conseil. Par exemple, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, avec les outils d'intelligence artificielle, on a accès à des données et on peut exploiter ces données-là très rapidement. Il y a un outil qui s'appelle GOFP qui permet en fait d'analyser des données à un temps record et qui permet d'analyser de grandes quantités de données. Donc, si on est une agence, par exemple, qui est dans le conseil, moi, je pense que ce qu'il faut faire, en fait, c'est prendre les devants, commencer déjà à comprendre cet outil-là, devenir en fait expert d'une certaine manière de l'exploitation de cet outil-là et pouvoir en fait dupliquer ce qu'on fait. C'est-à-dire, par exemple, si avant je travaillais avec 10 clients, je pourrais le faire en fait avec beaucoup plus de clients très rapidement parce que j'ai un outil en fait qui me permet de le faire beaucoup plus rapidement. Et les agences qui vont pas vouloir faire ce switching-là, qui vont rester dans ce qu'elles font, elles vont être mises de côté par des personnes comme moi qui vont venir, qui vont se dire, OK, cet outil-là est là, je peux aujourd'hui proposer en fait ce service que propose cette grosse boîte qui est là et beaucoup plus rapidement et à un coût un peu plus réduit. Et pour ajouter à ce que Mohamed avait dit tout à l'heure, en fait, c'est aussi la précision. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, en fait, à la différence de nous, êtres humains, se trompe très peu. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses qui peut-être même peut être, on va dire, l'un des défis, en fait, sur ce cas-là. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un défi à deux niveaux. D'abord, est-ce que les gens se posent les bonnes questions? Quelles sont les bonnes questions à se poser? Avec l'intelligence artificielle, est-ce que je vais être plus productif ou moins productif? Avec l'intelligence artificielle, comment je peux être plus productif? Maintenant, ce qui se passe, c'est que si les gens ne se posent pas les bonnes questions, ils vont stagner. Et quand ils stagnent avec l'intelligence artificielle, il va y avoir une rupture. Et cette rupture-là sera une rupture qui sera fatale. Parce qu'à la fin de la journée, les gens vont avoir des alternatives. Et ce qui se passe, c'est que quand les gens vont avoir des alternatives qui sont moins chères, qui offrent une meilleure qualité à un moindre coût, ils vont faire le switch automatiquement. On l'a vu localement, même sans avec des artificiels, avec des entreprises qui sont passées par là, qui proposent des solutions moins chères, une meilleure qualité en un temps record, et les gens ont fait le switch. Maintenant, s'ils se posent les bonnes questions, c'est-à-dire, comment je peux utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir booster ma productivité, c'est-à-dire, je peux avoir plus de clients en un temps record et offrir une meilleure qualité, et deux, comment je peux faire du community building. Parce que la question aussi à se poser, qu'est-ce que l'intelligence peut ne pas faire et que moi je peux faire? C'est-à-dire, je peux faire du community building. L'intelligence artificielle ne peut pas faire du community building en tant qu'entreprise. Donc, ça revient aux fondamentaux, c'est-à-dire les relations humaines. Est-ce que moi, en tant qu'agent, j'ai des relations humaines saines avec mes clients? Toutes les entreprises, toutes les gens vont être face à cette situation. Maintenant, ce qui se passe, c'est que peut-être ils ne vont pas savoir que c'est là où se trouve l'avantage compétitif par rapport aux autres, mais peut-être ils vont le savoir trop tard. Et ceux qui vont comprendre, il faut travailler sur les deux, avoir plus de clients, meilleure qualité en un temps record, et en parallèle, travailler sur le community building, se rapprocher de ces clients. Pour les clients, même s'ils ont des alternatives, ils se disent que moi, je fais partie de la communauté d'une agence X. Donc, moi, quelle que soit la solution qui existe, moi, je suis sûr que si je parle du problème à cette agence-là, ils vont faire tout pour proposer une solution et me guider vers cette solution-là. Je pense que c'est les deux parties où il faut un travail. Et ça va forcer les entreprises africaines à maintenir les relations humaines. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, ce qu'ils font, il faut qu'on le dise, c'est extraire le maximum de valeur de leurs clients, peu importe les relations humaines. Parce que peut-être nous, on est dans une position où on peut le faire. Mais avec l'intelligence artificielle, il y aura plus cette alternative-là. Et les gens vont faire le switch rapidement s'ils ne sont pas membres d'une communauté en qui ils s'identifient en soi. Alors, je suis à la fois d'accord avec ce que tu dis et je pense quand même que
on va vers quelque chose où même ça, ce sera aussi fait par l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui s'est passé avec le Covid a montré que les gens pouvaient travailler à distance sans pour autant se voir. Et aujourd'hui, en fait, il y a des outils d'intelligence artificielle en fait qui singent d'une certaine manière en fait ce que font les êtres humains, c'est-à-dire parler, répondre par exemple et tout ça. Et donc du coup, ça peut être intégré dans certaines boîtes pour que la personne qui est par exemple le client puisse communiquer avec une intelligence artificielle en croyant qu'elle communique avec un être humain en fait. Donc même cette relation humaine là, à moins que ce soit vraiment physique, c'est-à-dire qu'on se trouve dans une même pièce, à moins que ce soit physique, je pense qu'en fait, ça peut aussi être remplacé par l'intelligence artificielle. On y arrivera, ouais. Maintenant, moi en fait, l'une des questions aussi que je me pose, parce qu'on a aussi l'avantage aussi d'être là avec Bamba, qui est, lui, on va dire, entrepreneur, qui est dans le domaine et tout. Et en fait, habituellement, ce que je dis aux gens par rapport aux outils d'intelligence artificielle, c'est qu'il faut toujours essayer de voir comment je peux l'intégrer, dans quelle partie de mon process. Aujourd'hui, Bamba, toi, tu as une entreprise florissante qui fait un excellent travail. Quelle est ton approche en fait par rapport déjà à tout ce qui se passe en fait avec l'intelligence artificielle, cette révolution, à la fois sur le plan des opportunités, mais aussi des défis en fait par rapport à ton activité? Écoute, moi déjà, je pense que ça revient à ce que vous avez tous dit. Au niveau personnel, c'est déjà beaucoup mieux pour moi, au niveau personnel. Un truc que je fais beaucoup, c'est que je fais beaucoup de calls par jour. Et en fait, il y a quelques mois, je dois reprendre ma journée parce qu'il y a certains calls que je fais de mon téléphone, comme tout le monde, et j'ai pas de notes, et j'ai pas pris de notes, etc. Ce call-là, la majeure partie du temps, j'ai oublié ce qu'il fallait faire 2 jours, 3 jours après. Ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, tu as des outils qui te prennent des notes et qui t'envoient des notes par email, qui peuvent te renvoyer aux personnes qui étaient au call, aux personnes qui sont là avec toi. Donc ça, pour moi, c'est une petite feature en fait, qui pouvait même être déjà dans les outils de vidéoconférence. Ça devait être déjà dans ces outils-là. Tu devais pouvoir appuyer sur record et translate et avoir ça. Mais bon, ça l'a pas fait. Donc ça, c'est le numéro 1. Le deuxième, c'est dans tout ce qui est brainstorming, en fait. Tu peux brainstormer de manière beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, je te dis, si tu as une idée de lancer un nouveau produit, effectivement, avant cette idée-là, tu vas construire ton PowerPoint, poser quelques questions, faire 2-3 coups de fil, etc. Aujourd'hui, de cette idée, tu peux avoir un deck et présenter cette idée-là à des collègues, challenger cette idée, etc. Donc ça, à titre personnel, déjà en termes de productivité, de capacité à faire les choses, à exécuter, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Après, dans nos métiers, ce qui est en face du client. Moi, je pense que ce qui est en face du client, je suis d'accord avec tous les deux, en fait. Je pense qu'il y a une partie où l'humain reste hyper important et on veut valoriser cette partie avec de l'humain et on ne veut pas automatiser cette partie, tu vois. Ça, c'est un choix. Et il y a des parties sur lesquelles, je pense que dans un business, on doit les automatiser pour des questions de coût, tu vois. Et là-dessus, les outils d'IA sont super intéressants. Tu vois, si je prends la modération d'une newsletter, la modération d'une page, tous ces premiers layers d'informations que tu as qui sont souvent qu'est-ce que vous faites, combien ça coûte. Je suis désolé, c'est plus des réponses qu'on doit pouvoir donner nous-mêmes en tant qu'être humain. C'est des réponses qui doivent se donner automatiquement. Et idéalement, c'est des réponses qui doivent pouvoir donner l'impression d'être personnalisées, tu vois, à chaque personne. Pour lui faire vivre une expérience qui soit immersive et qui soit agréable pour cette personne, sur un site, sur une page, sur n'importe où en fait. Donc ça, c'est les gros sujets que je vois de manière simple, automatisable. Après, les sujets compliqués, mais qui sont tout aussi intéressants pour moi, c'est au final, comment on peut aider ultimately nos clients à faire plus de business. Parce que finalement, quand tu livres pour un client, nous on livre, quand tu livres pour un client, tu lui permets de concrétiser une vente qu'il a déjà faite. Et souvent, ce que tu veux, c'est qu'il y ait un maximum de livraison. Comment faire pour que ce client ait un maximum de livraison? Et c'est là où son SEO, comment on peut l'accompagner sur des requêtes, comment on peut l'accompagner sur des fiches produits, comme tu disais, comment on peut l'accompagner sur des outils. L'IA nous permet aujourd'hui, en tout cas nous permettra demain de pouvoir dire à quelqu'un qui vend sur une page, de lui dire, tu peux te professionnaliser de cette manière, et nous, ça ne nous coûte rien de t'aider. C'est ces outils-là. Et peut-être que le futur de notre métier, il est de dire, on doit être en amont et aider nos clients ou les personnes qui sont dans notre écosystème à être bons dans leur métier grâce à des outils d'IA
pour qu'ensuite on puisse nous en bénéficier, tu vois. Et derrière, sur le terrain aussi, utiliser l'IA. Mais tu vois, ça revient après aux soft skills dont on parlait en off, c'est est-ce qu'on est prêt à prendre avantage de tous ces outils-là, aussi bien en tant qu'utilisateur qu'en tant que bénéficiaire ou que client de nos sociétés, parce que au final, tu le vois, même si tu fais une application mobile, quelle est la portion d'utilisateurs que tu vas avoir natifs sur cette application? Tu n'as pas besoin de les forcer, tu n'as pas besoin de faire de pub. Et c'est toujours un enjeu dans nos économies. Donc bon, voilà un petit peu ce que je pense. Après, ce serait intéressant de voir aussi votre avis sur les nouveaux métiers, tu vois, les nouvelles opportunités, parce que finalement, c'est à ça qu'on doit s'adapter. Hein. Bien sûr. Comment on fait? Les derniers nouveaux métiers qu'on a eus, c'est, en tout cas, moi, que je pense que j'ai suivi réellement et qui ont eu vraiment un impact, c'est les copywriters pour moi, tu vois. Ouais. C'est vraiment ceux où tu as senti une rupture dans la manière dont se faisaient les choses. Là, je ne sais pas si le copywriter lui-même n'a pas un nouveau copywriter qui est le copywriter AI. Je ne sais pas, mais c'est quoi les nouveaux métiers selon vous et comment on doit naviguer là-dessus, quoi? Moi, je pense que là, actuellement, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui naissent des métiers qui existent actuellement. Par exemple, aujourd'hui, si tu étais consultant dans un domaine, par exemple, comme en comptabilité, par exemple, aujourd'hui, il y a un outil qui peut faire la même chose. Mais le problème, c'est que ce qui se passe, c'est au niveau de l'interprétation. C'est là où on a besoin de l'expertise pour pouvoir interpréter ces résultats, pour pouvoir voir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui n'est pas pertinent. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on peut être au niveau de la partie opérationnelle où on est développeur en soi, où on développe les choses. Ça, on a besoin d'une expertise pour pouvoir faire le travail parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui créent les intelligences artificielles. Autant pour la masse open source, autant pour les entreprises. Donc, il faut qu'il y ait des data scientists, des data ingénieurs, des data analystes. Tout ça, il le faut. Maintenant, en parallèle, il y a le cas des end-users. Les end-users qui essaient d'avoir un objectif comme ce que tu dis. Ils veulent vendre des produits. Ils essaient de voir quel est le produit le moins cher, la meilleure qualité, à moindre coût. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le prompt engineering. Ça, actuellement, il y a des gens qui disent que même c'est dépassé parce qu'aujourd'hui, le modèle est tellement performant, tu n'as pas besoin d'être expert pour pouvoir extraire le maximum. Tu lui demandes ce que tu veux et lui, il le formule. Tu prends ce qu'il formule et tu lui donnes, il te donne ce que tu as besoin. Donc, même ça, il y a 2 mois, ce n'était pas assez développé, mais tu vois, en un laps de temps, il n'y a plus de prompt engineering parce que le modèle est tellement développé qu'il ne suffit pas d'avoir une expertise pour pouvoir faire ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là, actuellement, il y a beaucoup de développement qui se fait, mais c'est presque dans tous les secteurs que ça impacte. Maintenant, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va impacter par rapport à notre domaine, il faut pouvoir le toucher, pouvoir, en tant qu'expert, voir ce que ça donne en termes de résultats et comparer avec ce que vous avez eu à faire dans le passé. Vous vous rendrez compte que peut-être il y a un gap, mais ce gap-là, ça rétrécit de jour en jour. Il faut l'utiliser. Et à ce moment-là, il faut l'utiliser et se dire, moi, je faisais 1 avec 100 ça. Qu'est-ce que je peux faire pour aller jusqu'à 10, jusqu'à 100? Parce que ça, à la fin de la journée, c'est une question de mindset, les soft skills. Tu peux te dire, moi, je suis expert, mais bon, je vais utiliser 1 fois, 2 fois et voir ce que ça donne. Bon, ça ne marche pas. Vous l'oubliez pendant 1 mois, vous revenez, vous avez des résultats fois 10 ou fois 100. Donc, il y a des domaines qui sont en train de disrupter, mais c'est progressif. Et, par exemple, récemment, il y a une entreprise qui proposait des services d'éducation en parallèle des cours. Ils ont dit que maintenant, les élèves n'utilisent plus l'application, ils utilisent ChatGPT. Donc, aujourd'hui, ChatGPT est devenu un assistant pour les élèves, pour les étudiants. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de familles qui sont diminuées, qui ne peuvent pas prendre un tuteur en dehors de l'école. Aujourd'hui, s'ils ont accès à ChatGPT, c'est quelque chose qui peut remplacer ça. Donc, vous voyez que même l'éducation, il y a un nouveau type de prof qui est né en quelque sorte. C'est vraiment agressif parce que tout ce que tu dis, c'est que, en fait, comme moi je résume, hein, je vais résumer, mais résumer de manière un peu brutale, tout ce qui est non physique est destiné à être construit sur le socle de ChatGPT, en fait. Moi, j'irais même un peu plus loin que cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, je pense que même si on est dans le physique, je pense que toute personne qui est dans le business de manière générale, en fait, doit se poser la question, quel peut être l'impact de l'intelligence artificielle? Je ne parle même pas des outils, mais d'intelligence artificielle dans ce que je fais.
qu'on soit dans le physique ou pas. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les outils que nous sommes en train de voir, qui sont en train de naître comme ça, ce sont des outils qui ont été créés par des personnes. Et ces personnes-là, c'est qui a fait qu'elles puissent se créer ces outils-là? C'est quoi? C'est qu'elles soit elles ont été confrontées à des situations où elles perdaient peut-être trop de temps, ou elles ont été confrontées à des situations où elles se sont rendues compte qu'en fait, on a dans notre process en fait, des personnes qui ne sont pas forcément utiles, qui ne sont pas forcément performantes. Et elles se sont posées la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil, avec cette intelligence artificielle qui est là, qui est à notre disposition, pour pouvoir en fait, créer quelque chose qui va optimiser ça. On parlait tout à l'heure de la comptabilité. Aujourd'hui, il y a des outils qui font mieux la comptabilité que les comptables, que les experts comptables. Et même si on va beaucoup plus loin que cela, quand on parle d'analyse, en fait, ce sont des outils qui, non seulement qui peuvent vraiment analyser les choses à un niveau très élevé, mais en plus de cela, c'est-à-dire qu'on donne, comme tu le disais tout à l'heure, on donne en fait l'autonomie à l'entrepreneur. C'est-à-dire que là où, par exemple, j'avais besoin d'un expert comptable pour analyser des choses, pour faire un travail, pour venir après me restituer ça dans un langage que je ne comprenais pas, j'ai aujourd'hui en fait une intelligence artificielle qui est là, qui est capable de le faire et qui peut me le restituer en fait dans un langage où même un enfant de 5 ans peut comprendre. Donc ça veut dire qu'en fait, ces personnes-là, elles vont déjà être mises de côté. Mais moi, ce que j'aimerais, là où j'aimerais attirer aussi votre attention aussi, c'est par rapport à ce que je constate. Je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se focalisent sur les outils d'intelligence artificielle et très peu de gens parlent des API qui ont été mis à notre disposition, par exemple, par OpenAI, par exemple, avec GPT-4, etc., tous les API qui ont été mis à notre disposition. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tout cas moi, à mon niveau, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. En tant qu'entrepreneur, au-delà de l'utilisation de ces outils-là pour optimiser nos travaux et tout ça, ce qu'on devrait aussi faire, en fait, c'est se dire, OK, on a accès à ça, on a accès à la source, en fait, vers laquelle toutes ces personnes qui ont créé ces outils vont se servir. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là pour améliorer notre travail? Par exemple, je vais prendre ton cas. Vous êtes dans la livraison. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas se dire que dans ce que vous faites, on ne peut pas optimiser, on ne peut pas améliorer ce travail-là ou peut-être agrandir en fait votre impact en utilisant l'intelligence artificielle. Je ne parle pas des outils, mais je parle des API en fait. Si je prends votre process, on peut peut-être à un certain niveau intégrer ça et ça va vous permettre peut-être de gagner soit en quantité de clients ou bien peut-être de gagner en termes de temps, etc. Et ça, c'est une chose aussi que les gens ne font pas. Tu posais la question tout à l'heure des métiers. Et je pense que l'un des métiers en fait qui va être créé justement par tout ça, c'est justement cette partie-là, pas les prompt engineering comme il a dit, qui on va dire c'est un peu dépassé d'une certaine manière avec l'avancée des choses, mais c'est beaucoup plus cette partie créative en fait, de se dire comment, par exemple moi aujourd'hui, supposons que je sois une personne qui est acquis ce savoir-là, je viens dans ton entreprise, j'analyse en fait ton métier, ce que tu fais, et puis je te dis, voici tel outil qu'on peut développer pour l'intégrer dans ton activité pour que tu puisses faire mieux ton travail. Et tu le disais tout à l'heure, tu veux en fait que tes clients puissent faire plus de business. Donc imagine en fait qu'il y ait des personnes qui proposent ça. C'est quelque chose de vraiment top. Maintenant, là où on peut encore aller un peu plus loin, parce qu'il faut le dire, les personnes qui ont des employés, en fait, elles doivent être aussi honnêtes avec leurs employés. C'est-à-dire qu'il y aura des employés qui vont partir. Maintenant, est-ce qu'on va faire partie de ces personnes-là ou on va les transformer en autre chose? Parce que la formation aussi, forcément, ça doit arriver en fait. C'est-à-dire qu'on doit prendre aussi ces personnes-là en fonction de ce qu'elles faisaient. Peut-être qu'on avait 5 personnes qui faisaient un travail. On va peut-être transformer ces personnes-là, c'est-à-dire prendre une personne pour faire le travail de 5 en utilisant soit l'intelligence artificielle ou un outil d'intelligence artificielle. Et les 4 autres, en fait, on va les déployer peut-être ailleurs pour ne pas avoir à forcément se débarrasser des gens. C'est une chose à laquelle il faut penser. Maintenant, ça aussi, ça doit venir à la fois des heads, mais aussi des personnes en fait qui sont dans le métier elles-mêmes qui doivent se dire ok, comment j'optimise en fait le travail que je fais. Et pour terminer en fait avec la question des métiers qui vont être créés, je pense que les métiers en fait dont on a besoin ne sont pas encore en fait, n'existent pas encore parce qu'en fait, ce ne sont pas des métiers qui seront forcément liés à ce que nous savons. Ce seront des métiers qui vont être créés par des nouvelles utilisations. Je vais prendre un cas très simple. Il y a quelques années de cela, on n'avait pas besoin de pilotes de drones. Et on a eu
des pilotes de drones, des gens qui font des formations pour cela. Donc, je pense que dans le futur, il y aura en fait des personnes qui vont faire un travail qui n'existe même pas encore, parce qu'il y aura des utilités nouvelles qui vont être créées. Ce que je viens de dire, par exemple, par rapport à la créativité d'une personne qui viendra en entreprise, comme un consultant qui viendra analyser l'entreprise et dire comment on peut intégrer l'outil d'IA, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, en fait. Et c'est quelque chose qui peut, un métier qui peut être créé et qui peut être proposé à la fois aux agriculteurs, qui peut être proposé aux entreprises, des startups ou autres, en fait. Donc, moi, c'est ce que je pense par rapport à ça. Super intéressant, super intéressant. Mohamed, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça aussi? Oui, juste pour dire que, pour ajouter par rapport à ce que tu disais, quand tu parles de la créativité, en réalité, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'école nous apprend à être créatif? On peut répondre si vous voulez. Ouais. Je sais que c'est un sujet sur lequel on a déjà discuté avec Ibuka. Non, on ne t'apprend pas à être créatif. On t'apprend à être dans les clous. Mais du coup, ta créativité, après, il y a une deuxième question. Est-ce qu'elle est innée ou est-ce qu'elle se développe, la créativité? Tu vois, c'est un débat. Moi, je ne sais pas si c'est un débat sur lequel on peut trouver une fin, parce que même quelqu'un qui commence avec une base créative, il développe sa créativité. Tu vois, il la développe. Donc, tu as la preuve que la créativité se développe. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'intérêt pour la créativité. Tu regardes, on essaye, en tout cas la société essaye toujours d'opposer créatif avec intellect. Et malheureusement, aujourd'hui, on a l'exemple qu'il faut et que les outils nous mettent dans une position où il faut pouvoir combiner les deux, allier les deux pour pouvoir en sortir le vrai fruit de l'évolution, en fait, tu vois. Ce qui se passe, c'est que l'école nous apprend à être dans des silos. Par exemple, moi, je suis ingénieur en génie électrique. Je ne peux pas résoudre un problème en génie mécanique. Je ne peux pas résoudre un problème en génie chimique. C'est ce que l'école nous apprend. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, tout part du problème. Si tu connais le problème et que tu as la capacité de pouvoir analyser un problème et de pouvoir proposer une solution, n'importe quel problème, à savoir sur le premier principe qu'on n'apprend pas à l'école, tu dois pouvoir proposer une solution, même si tu n'as pas de base, même si tu n'as pas fait l'école. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'école forme des gens en silo et l'intelligence artificielle est en train de démocratiser l'expertise. Donc, on est passé de l'âge de l'information avec Google. Là, on passe vers l'âge de la connaissance en soi. Donc, l'expertise n'a plus... c'est libéré en soi. C'est comme TikTok, quand il vient, les créatifs, c'était des gens qui savaient créer des vidéos, etc., monter. TikTok est venu, maintenant, en 5 minutes, tu peux créer une vidéo qui est virale, tout le monde le connaît. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été créé. Maintenant, en même temps, l'expertise aujourd'hui, si tu veux prendre un expert qui va faire une analyse, tu lui payes, par exemple, 10 millions, 20 millions, avec l'intelligence artificielle, si tu sais combiner les différents éléments, avec 500 000, tu peux avoir le même résultat ou bien mieux. Maintenant, ce qui se passe, c'est comme il l'a dit, aujourd'hui, il y a des gens qui vont se positionner comme consultants AI pour les entreprises. Ce qu'ils vont venir faire, ils vont faire l'analyse, ils vont donner les outils qui vont permettre de mettre en place des process. Et ça sera un nouveau métier. Ouais. Parce que tu apprends à l'entreprise de pouvoir mettre en parallèle plusieurs outils, les combiner pour avoir un résultat X. Ça, c'est ça, pas à l'école. C'est juste de la créativité. C'est vrai que ça, c'est fort. Et du coup, est-ce que vous pensez que... Je pense que c'est une question sur laquelle on peut prendre un peu plus de temps, c'est la place de l'Afrique, ou en tout cas des pays émergents. Je dirais, c'est trop facile de dire la place. C'est pas forcément la place, mais est-ce qu'on peut à votre avis, quelles sont les suggestions qu'on pourrait se partager ici pour pouvoir profiter de cette révolution et se mettre à un niveau équivalent, parce que le savoir est équivalent, avec des puissances aujourd'hui qui ont déjà pris beaucoup d'avance sur des infrastructures et aussi sur de la connaissance et de l'éducation, tu vois. Est-ce qu'à votre avis, l'AI peut être cet élément déclencheur qui nous fait le jump et qui nous fait rattraper tout ce temps-là, tu vois? Juste avant de reprendre à ta question, moi, ce que j'aimerais juste lancer un petit message aux personnes qui nous écoutent, et j'espère que parmi ces personnes, il y a des jeunes. Moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est de ne pas attendre des choses de l'école. C'est-à-dire que cette idée comme quoi l'école ne nous apprend pas la créativité, ne nous apprend pas ceci, etc., je pense qu'en fait, ça a limité pas mal de gens parce que ces personnes-là se disent que ces choses-là, je dois les apprendre juste à l'école. Aujourd'hui, on a accès à des outils qui nous permettent d'apprendre des choses d'une manière extraordinaire sans pour autant être dans ce carcan-là, on va dire, de l'école. Et moi, l'appel que j'aimerais lancer par rapport à ça, justement, c'est que les personnes, en fait, celles qui sont à l'école, ne puissent pas se limiter juste à ce qu'on voit à l'école, mais qu'elles puissent aller, en fait, utiliser l'outil qui est
Internet pour pouvoir justement apprendre les choses qui les intéressent. Et ça ne peut se faire que si ces personnes-là sont curieuses. Et je pense que cette curiosité ne va pas être développée à l'école, ça commence déjà dans la famille, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà que les parents aussi jouent leur rôle, c'est-à-dire de développer cette curiosité-là au niveau des enfants, qui va faire que ces enfants ne vont pas se limiter à « OK, on m'a dit de lire tel livre, je vais le lire que ça ». Non, ils vont aller ailleurs. Maintenant, pour revenir à la question... Oui, pour ça, avant la question, je vais rebondir sur ça parce que moi, j'ai l'impression que les entrepreneurs, là, quand même, nous, on aime bien dire l'école. Ouais. C'est vrai, hein? Mais est-ce que l'école aussi, elle ne forme pas des bons profils? Mais juste, tu vois ce que je veux dire? Dont on a besoin dans nos entreprises. Exactement. En fait, moi, je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je n'aime pas cracher, je n'aime pas aussi que les gens crachent sur l'école, parce que l'école a son utilité. Mais seulement, c'est comme en fait avec, on va rentrer dans le cadre des politiques, mais c'est comme en fait avec les politiques, en fait, les gouvernements. C'est-à-dire qu'ils ont leur utilité. Il y a des choses pour lesquelles on peut leur demander des choses, en fait, c'est-à-dire demander des comptes par rapport à ça, mais il y a des choses pour lesquelles, en fait, on n'a pas à attendre ça d'eux, en fait. Et c'est la même chose avec l'école. L'école a été créée d'une certaine manière pour former les gens, pour qu'ils puissent avoir, en fait, un certain savoir, mais il ne faut pas se dire que c'est se limite à cela, en fait. Moi, l'idée, en fait, c'est que les gens puissent combiner, comme tu le disais tout à l'heure, combiner les deux, créativité et intellect. Les gens puissent combiner ce qu'ils ont, ce qu'ils reçoivent de l'école avec ce qu'ils vont aller développer. Et si vous le remarquez, par exemple, en Occident, je vais prendre le cas des États-Unis, par exemple, on oblige d'une certaine manière aux élèves, aux étudiants de faire des activités extrascolaires parce que ça compte beaucoup aussi, voire parfois beaucoup plus, en fait, plus que ce qu'on va apprendre à l'école. Et justement, c'est une chose qu'en fait, qui nous manque ici. C'est qu'on prend les élèves, les enfants, en fait, on les met juste à l'école en oubliant que ces savoirs-là, s'ils ne sont pas corrélés à la réalité en fait, du monde dans lequel ces personnes-là vivent, ça va les servir à rien du tout. On ne veut pas de la personnalité des gens. Ouais. En fait, et pour moi, c'est justement ça. Mais non, il ne faut pas attendre que l'école puisse le faire. Parce que ça, c'est vraiment... autrefois, je parlais beaucoup plus de... Je pense que même le TEDx qu'on avait fait, c'était justement sur cette révolution-là. Mais je pense que c'est tellement grand... L'école, c'est quelque chose qui date de très longtemps et qu'on ne pourra pas changer de cette manière. Je pense qu'il faudrait plutôt voir en fait d'autres voies pour arriver à cela. Maintenant, pour revenir à la question que tu as posée par rapport à l'Afrique et cette révolution de l'intelligence artificielle, je pense que aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler d'avance en fait. C'est-à-dire que peut-être que l'avance que les Occidentaux ont aujourd'hui sur nous, c'est d'avoir créé ces outils-là. Mais on est vraiment au même niveau, je pense, au niveau de la créativité. Pourquoi je l'ai dit? Les outils qui sont créés, par exemple, viennent résoudre des problèmes que ces personnes-là rencontrent. Nous, ici, on a des problèmes en fait, qui sont propres à nous. On a des problèmes qui sont criards, en fait, qu'on pourrait aussi pouvoir résoudre soit avec ces outils-là, soit avec d'autres outils en tout cas, ou des outils qu'on va développer. Mais il faudrait déjà qu'on puisse commencer par se dire, OK, nos problèmes, comment on fait pour les résoudre en utilisant justement cet outil qui, on va dire, qui permet de décupler en fait d'une certaine manière nos forces. Et ça, ce sont des questions qui jusque-là, j'ai vu que pas mal de gens parlent d'intelligence artificielle, mais ce sont des questions qu'on ne pose pas en fait. Comment on utilise l'intelligence artificielle pour résoudre d'abord nos problèmes ici. Et ce qui se passe habituellement, c'est que les problèmes qu'on rencontre parfois se décuplent. En fait, ça veut dire que ce sont les mêmes problèmes qui sont rencontrés ailleurs. Donc, un outil pourrait être créé pour pouvoir résoudre un problème propre au cas spécifique du Sénégal, par exemple, et cet outil-là va être utilisé en Côte d'Ivoire, va être utilisé ailleurs et peut-être va être utilisé en Occident. Je vais prendre le cas d'un outil qui a été créé par des Israéliens qui s'appelle DID, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui pour pouvoir prendre des images et puis les animer. Ils ont aussi derrière aussi leur propre modèle de langage, un peu comme ChatGPT, etc. Mais ce sont des Israéliens qui l'ont créé. Aujourd'hui, cet outil-là est utilisé un peu partout dans le monde. Donc, je pense que c'est ce travail déjà qu'il faudrait faire et ne pas être, franchement, ça, il ne faut pas le faire, ne pas être dans on va créer le ChatGPT africain. Ça ne sert à rien du tout. Essayons d'aller vers des choses qui sont propres peut-être à nous, mais qui résolvent en fait de vrais problèmes qu'on rencontre, qui viennent vraiment apporter des solutions à des cas en fait qui sont propres à nous. Et après, on verra en fait sur le plan international. Parce que, qu'on le dise, par exemple, OpenAI, quand ils ont créé ChatGPT, ils ne se sont pas dit les Africains qui sont là-bas vont l'utiliser. Non, ils ont commencé d'abord par eux. Ouais. Et après, ça s'est répandu. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose en fait? Les données, en fait. C'est ça, je pense. Hein. Mais justement, aujourd'hui, on a, en fait, peut-être que ça, c'est le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas, justement, ces données-là, on est limité à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on a des outils, justement, qui nous permettent peut-être de collecter beaucoup plus de données qu'on pouvait le faire autrefois. Je pense que déjà, plus qu'avant. C'est vrai qu'il y a une base. Voilà, plus qu'avant. Donc, je pense que déjà, on peut partir de là. Parce que moi, être dans cette posture de
plainte ou bien de oui, on n'a pas ça, franchement, je pense que ça ne fait pas avancer. Je pense qu'il faudrait déjà faire avec ce qui est là, ce qui est à notre disposition. Et puis après, en fait, on va arriver peut-être à un niveau qui serait déjà bien pour nous, donc en termes d'avancée. Et pourquoi pas être compétitif en fait par rapport aux autres. Parce que si, je vais prendre une analogie pour expliquer un peu ça. Si on regarde par exemple le cas de OpenAI avec Google, Google est là depuis super longtemps. OpenAI est venu avec quelque chose de carrément nouveau et qui fait trembler aujourd'hui les grandes boîtes. Donc, je pense, même si on ne part pas sur le plan de la confrontation en tant que telle, mais je pense qu'en fait, juste avec ce qu'on a, on peut pouvoir aussi faire des choses qui vont avoir une certaine pertinence, en fait. Ne pas attendre qu'on ait autant de données voilà, que tout soit idéal, en fait. Je pense qu'il faudrait déjà commencer dès maintenant et puis avancer, en fait, optimiser au fil du temps, en fait. Alors, ça veut dire que c'est le même problème dont on parle depuis différents écosystèmes qui sont passés. Ouais. C'est comment on fait pour créer plus d'entrepreneurs. C'est ça la question à laquelle on essaie de répondre toujours. Toujours, hein. Yeah. Depuis comment on fait pour créer plus d'entrepreneurs. Ouais. Parce que si le tissu d'entrepreneurs est beaucoup plus large, avec différents use cases, avec une nouvelle génération qui vient, qui entreprend, qui est née avec l'utilisation d'outils AI, tout ce qu'il faut, c'est des use cases en fait, et les appliquer. Quoi. Totalement. Moi, je pense que pour faire l'analyse, il faut regarder ça sur 3 points. Okay. Tous les entrepreneurs, ils ont pris des produits de recherche et ils ont implémenté à l'échelle pour avoir une communauté ou avoir des clients. Donc, il y a le end-user, le client, il y a l'entrepreneur et il y a la recherche. On sait tous qu'en Afrique, ils ne financent pas la recherche. Donc, tous les entrepreneurs qui sont là, ils prennent des outils qui sont disponibles pour essayer de créer quelque chose vers les end-users. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème au niveau des 3. Au niveau de la demande, on n'a pas de communauté. Or, toutes les solutions qui ont été développées, ils ont des communautés OpenAI. C'est des projets open source au début. Les Stability AI, c'est des projets open source. Donc, eux, ils avaient des solutions. Ils ont une communauté de développeurs, des communautés de personnes qui sont intéressées et qui testent, qui donnent des feedbacks et qui permettent au modèle de se développer. Il n'y a pas de communauté en Afrique. Il y en a, mais il n'y a pas de communauté assez importante comme dans les autres pays, assez développée. Il y a un problème au niveau des entrepreneurs. Il n'y a pas assez d'entrepreneurs parce que pour être entrepreneur, il faut se démarquer du système. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui se démarquent parce que le contexte social, économique n'est pas favorable à ça. Et on ne finance pas la recherche. Donc, nous, si la personne est entrepreneur et veut faire une révolution ou bien offrir une solution qui est disruptive, il est obligé d'essayer de trouver une solution ou bien un financement pour pouvoir faire de la recherche. Parce qu'à la fin de la journée, OpenAI, ils ont fait beaucoup d'entraînements sur des données, mais les données sont disponibles où? Est-ce qu'ils ont fait des entraînements sur des données qui sont disponibles en Afrique? Parce qu'on sait que pour avoir des données qui sont disponibles en Afrique, c'est assez compliqué. Donc, combien de données ils disposent en Afrique pour pouvoir faire leur entraînement? Donc, si tu es entrepreneur et que tu veux développer une solution d'intelligence artificielle et tu te bases sur l'API d'OpenAI, est-ce que les résultats ne seront pas biaisés? Donc, quelle est l'alternative qui t'offre à toi? Il faut essayer de voir dans la phase de recherche ou bien essayer de trouver quelqu'un qui va essayer d'avoir des données ou bien utiliser les outils pour avoir les données et pouvoir utiliser ces données-là pour pouvoir créer ton modèle. Et en parallèle, il faut qu'il y ait une communauté qui est intéressée par ça, qui est prête à l'utiliser. Maintenant, moi, ce que j'ai trouvé comme ça, c'est d'abord de se concentrer sur la demande, essayer de créer des communautés qui vont être intéressées par ces technologies-là, dans le premier temps par rapport aux outils qui sont disponibles, mais au fur et à mesure faire la transition vers le développement d'outils personnalisés. Parce que je suis sûr que si on a la demande, si on a par exemple une communauté de 10 000 ou de 100 000 Africains qui sont intéressés par les solutions d'intelligence artificielle, ça fait, il y a une demande qui est là, qui est stagnante par rapport à une solution ou bien à une technologie. Donc ça permet aux entrepreneurs de voir que nous, si on développe une solution, on a un canal de distribution qui est là, qui est disponible et qui peut être utilisé autant pour le développement, autant pour la commercialisation. Et ça permet peut-être d'influencer sur le gouvernement pour qu'il fasse de la recherche parce qu'ils vont dire, nous, on vient avec une communauté de 10 000, de 100 000 personnes qui sont prêts à utiliser nos outils, financer cette recherche. Ce n'est pas ce que les autres sont en train de faire. Les autres, ils sont en train de commencer par la recherche. Les chercheurs, ils font des découvertes, ils le donnent aux entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils développent des use cases, ils le distribuent à une communauté qui est déjà préparée. Que c'est quoi? On ne parle pas d'écosystème naissant comme dans nos environnements. C'est des écosystèmes qui sont assez matures. Ce n'est pas le cas ici. Moi, je pense qu'il faut faire le chemin inverse. D'abord tester la demande avant d'avoir l'offre. Et je pense que
Nous, c'est ce qu'on est en train de faire avec Sen AI. Là, on est à 700 et quelques personnes. Avec les autres communautés, peut-être on est à 1000, 1500, 2000. Ça fait que c'est une offre qui est là, c'est une demande qui est là. Et c'est juste nous, en interne, en tant qu'initiateur, comment essayer de monétiser ça pour essayer peut-être de convertir, pas convertir, mais de convaincre les autorités pour leur dire que nous, on a des gens qui sont intéressés par ces outils-là. Et nous, on a repéré tel problème. Et on sait que nous, on a les capacités de pouvoir proposer une solution. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Et du coup, est-ce que cette demande, tu vois, Mohamed, est-ce que quand on parle d'AI maintenant, est-ce qu'à votre avis, on est sur des... Parce que je dis ça, mais je pense que le périmètre, il peut être beaucoup plus large que le Sénégal dans votre cas de figure. Parce que finalement, ton périmètre, il est sur la langue. Quand on parle d'AI, c'est la langue. On n'a plus de drapeau, on n'a plus... À la limite, tu peux avoir la langue et la couleur. Quoi. Tu vois, langue et couleur. Ouais. De peau, ethnique, voilà. Donc, on dit, Mohamed, moi, si je dois te décrire en AI, je dis noir, je dis francophone. Donc, est-ce que ta communauté, c'est pas ça, en fait, noir et francophone? Parce que si c'est le cas, il y a déjà peut-être des communautés un petit peu plus matures en Europe ou en tout cas dans des contrées où il y a déjà plus de données et plus d'appui pour la recherche qui devrait pouvoir permettre à une initiative comme Sen AI de pouvoir accélérer beaucoup plus vite. Parce que tu sais, dans nos pays, c'est... Voilà, il faut qu'on... Tu vois, on doit toujours démontrer. Exactement. Avant d'arriver au résultat. Exactement. Et le problème, c'est que quand tu regardes sur un OpenAI, c'est recherche, solution, marché. Là, à partir de marché, solution adaptée et donc du coup investissement en recherche, oui. Mais ça veut dire qu'ici, là, il n'y a pas Elon Musk ici qui peut dire OK, Mohamed, on y va. Il y a Exactement. En Côte d'Ivoire, bon, peut-être qu'il y a certaines associations également. Je pense que et puis c'est les deux pays les plus similaires avec les marchés sur lesquels tu peux te dire que les données sont... Ça te donne en tout cas un set de données qui peut être intéressant à analyser. Mais si on sort et on se dit, allez, on pense ville, on pense Dakar, on pense... Et tu vois, je pense que même en positionnement, on pense Dakar, on pense Abidjan, on pense Paris, on pense Madrid, on pense... Et ces noirs données, à mon avis, ça peut... Tu vois, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Je partage totalement cet avis-là. Et d'ailleurs, je pense que ce serait même contre-productif justement de vouloir se focaliser sur des questions de nationalité et autres, parce que ça va nous limiter beaucoup plus. Et comme Bamba, tu le décris, c'est-à-dire pour moi, c'est vraiment ça, noir et francophone. Peut-être autre chose que je voulais ajouter par rapport à cela, je pense que on a une tendance en fait en Afrique de l'observation que j'ai pu faire en fait des différents écosystèmes, c'est que on veut absolument être des créateurs d'eux, c'est-à-dire on veut être à l'origine d'eux. Et je pense que ça aussi ça nous limite par moment parce que il y a des choses qui sont déjà faites dans lesquelles on peut venir contribuer. Je prends un cas très simple. Aujourd'hui il y a des outils d'IA de ce qu'on appelle text-to-speech. Text-to-speech en fait ce sont des outils où on écrit des textes et qui sont dits avec des voix en fait réalistes, le plus réaliste possible. On va dire l'outil pour l'instant qui est, on va dire, leader un peu d'une certaine manière, c'est Eleven Labs, qui a des voix vraiment très réalistes. Mais quand on regarde ces voix-là, on n'a pas de voix africaines. En fait, on a des voix, par exemple, le Swahili, on l'a, mais on n'a pas des voix en fait locales. Pourquoi? Parce que ici, au lieu que les gens se disent, on va essayer de proposer à ces gens-là des voix qui sont là pour que cet outil qui existe déjà, on puisse l'utiliser aussi à notre niveau. Les gens veulent créer ici en fait leurs propres outils en partant c'est-à-dire de la base en fait. Et ça va être beaucoup plus compliqué. Alors que par exemple aujourd'hui, je pense que une association ou je sais pas moi, une communauté qui viendrait approcherait Eleven Labs ou qui approcherait OpenAI qui lui dit vous avez des données certes mais vous manquez ceci, on peut contribuer à cela, ils seront intéressés. Parce que au final, ce que ces gens-là veulent, c'est quoi? C'est conquérir le monde en fait. Toute entreprise qui existe aujourd'hui, c'est conquérir le monde. Donc si vous pouvez les aider à le faire, ils seront même prêts à mettre des sous pour ça. Et l'autre chose, en fait, par rapport à ça aussi, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'eux, ils auront fait le pas, mettre les sous, on a pu avoir peut-être notre contribution dans ce truc-là. Nous, maintenant, on peut les utiliser, ces outils-là. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je ne vois pas l'utilité, par exemple, de développer... Bon, je ne vais pas parler du cloud, mais je ne vois pas l'utilité, en fait, de développer un Google de l'Afrique, par exemple. Parce que c'est déjà là. Si on veut faire quelque chose, c'est nourrir ce Google-là avec nos données, nos particularités, pour que nous aussi, en fait, on puisse
avoir en fait notre part à prendre par rapport à cela. Donc, ce qui va permettre à une personne qui est en Afrique, par exemple, qui veut faire du text-to-speech, par exemple, en Wolof, de ne pas avoir à utiliser un outil qui est dans le fin fond de là-bas, mais qui va aller juste sur l'outil qui est utilisé par tout le monde et qui va avoir son Wolof intégré. Donc, je pense que c'est réfléchir aussi de cette manière-là, pas forcément en termes de on va créer, mais on va contribuer. Je pense que ça peut aussi permettre en fait d'avancer. Et tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ici, tu disais que dans notre cas, il faut d'abord prouver avant qu'on puisse vraiment vous prendre au sérieux, etc. Et je pense que, par exemple, en procédant de cette manière-là, vous aurez prouvé, en fait. Et une fois que vous avez prouvé, maintenant, vous aurez, on va dire, suffisamment de légitimité pour dire, OK, en plus de ce que nous avons déjà fait en contribution de ça, voici ce qu'on veut faire qui est peut-être propre à nous. Et là, je pense que vous parlerez un langage que les gens voudront vraiment écouter, en fait. Parfois, on tape sur les investisseurs ou autres, mais souvent la question que je pose aux gens, c'est si vous étiez à la place de ces investisseurs-là, on vous dit, vous avez votre argent que vous avez gagné d'une certaine manière, voilà, on va mettre dans la recherche, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas si on va trouver quelque chose, est-ce que vous allez le faire? Il faudrait vraiment qu'il y ait des personnes en fait qui soient passionnées de cela, comme Elon Musk, qui est, on va dire, un fou d'une certaine manière, qui soit prêt à mettre de l'argent comme ça. Mais les autres personnes, en fait, elles vont avoir cette réflexion-là, mais ces gens, ils n'ont encore rien prouvé, ces gens, ils n'ont encore rien fait. Qu'est-ce qui me prouve que je ne vais pas perdre mon argent, en fait? Donc, forcément, on est obligé, en fait, de devoir prouver à ces personnes-là en amont. Et pour moi, en fait, il ne faudrait pas essayer de comment dire, utiliser les mêmes voies qu'ont utilisé les gens de l'extérieur. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Mohamed. Mais je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin. Au lieu de forcément contribuer ici, essayer de contribuer là-bas et puis utiliser ça. Du coup, c'est vrai, tu as raison sur toute la ligne. Hein. Et je suis d'accord, mais je suis obligé de challenger un peu ce que tu dis parce que, alors, où est la place de l'innovation dans tout ça? Parce que finalement, regarde si tu regardes le sujet. Tu l'as dit, hein, Google, recherche, AI, automation. On connaît Google pour ça, tu vois. Et c'est eux, quoi. Sam Altman lui-même, il connaît Google pour ça. Oui, évidemment. Et Facebook aussi. Mais pourtant, le gars a quand même lancé quelque chose qui peut facilement challenger toute la mission de Google. Parce que la mission de Google, c'est rendre l'information accessible. C'est ça. Donc, ultimately, est-ce que le gars va pas aussi, tu vois, déconstruire tout ce qu'on connaît de Google? Pourtant, tu vois, non, pas pourtant, en ayant une approche qui va à contradiction de cette approche-là que tu viens de décrire, avec laquelle je suis d'accord, hein, de toute façon, parce que, et pourquoi je suis d'accord avec cette approche? Parce que, pour moi, on part de trop loin, tu vois. C'est pour ça que je suis d'accord avec cette approche, parce qu'on part de trop loin, en fait. Les efforts à faire, là, c'est le prix à payer pour ça. Mais du coup, si on ne le fait pas aussi, en quelque sorte, on abandonne. En fait, moi, je ne pense pas qu'il ne faille pas le faire. Je pense qu'en fait, on est limité par quelque chose qui est très vrai, qui est les fonds en fait, nécessaires. Et je pense, si je prends le cas de l'entrepreneur, supposons qu'aujourd'hui, je sois un entrepreneur qui a envie de créer une fusée. Moi, je sens que tu vas te lancer dans l'AI. Hein. Supposons. Non, mais en fait, je vais prendre le cas. C'est ce qu'on entend souvent dans le process de la création d'une boîte, ce qu'on appelle le MVP. Quand tu veux créer une voiture, par exemple, et que tu n'as pas les moyens aujourd'hui, à date actuelle, de pouvoir créer une voiture, ce que tu vas faire, c'est pas créer un pneu, parce qu'un pneu n'est pas fonctionnel. Ce que tu vas essayer de faire, c'est peut-être commencer à créer un skateboard. Parce que la voiture, ce qu'elle doit faire, c'est prendre une personne d'un point A à un point B. Et si tu arrives à prouver que tu peux créer un skateboard qui est fonctionnel, petit à petit, tu vas monter pour arriver à cela. En ce moment, notre problème, c'est quoi? C'est les fonds. Ce sont les fonds. Si on avait des fonds, en ce moment, on n'allait pas faire ce dont je parle. On allait juste prendre cet argent, faire de la recherche, en fait, comme il se doit. Mais on n'a pas ça. Et on est à un niveau où, par rapport à ces gens-là, on ne peut pas parler un langage qui peut, en fait, ils vont nous prendre au sérieux. Prends juste le cas de Sam Altman. Quand Sam, par exemple, il voulait lancer OpenAI, il avait lui-même déjà une partie de ses fonds, et du coup, il a pu en fait convaincre d'autres personnes qui avaient des fonds également. Et en plus de cela, Sam, il a été à Y Combinator. Il est crédible, en fait. Donc pour moi, dans un premier temps, on peut pas partir de rien
et puis vouloir en fait atteindre un certain niveau. En ce moment, même si on veut faire de la recherche, on n'a pas les moyens pour cela. Il faut être conscient de ça et puis se demander, OK, au lieu de rester pendant 5 ans en train d'attendre qu'il y ait un financement qui arrive pour qu'on puisse faire la recherche, qu'est-ce qu'on fait à date actuelle en fait pour avancer un peu? C'est vrai. Tu vois? Et donc, c'est comme ça que moi je vois la chose en fait par rapport à ça. En fait, c'est ça la réalité en réalité. Parce que dans le groupe, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais il faut qu'on crée des choses. Mais avec quelle forme? Aujourd'hui, si on a iPhone, c'est parce qu'il y a les États-Unis, le gouvernement américain qui a mis de l'argent dessus, sur Steve Jobs, pour qu'il fasse la recherche pendant 5 ans. Aujourd'hui, si Tesla existe aujourd'hui, ou bien SpaceX, c'est parce qu'à un certain moment, Elon Musk il avait besoin d'argent, on a injecté $100 millions. OpenAI, c'est Elon Musk qui a injecté de l'argent pour qu'il fasse de la recherche. Récemment, ils ont levé 10 milliards de dollars. Avant, ils avaient levé $1 milliard parce que la recherche coûte cher. Et actuellement, les gens ne le savent pas, mais ChatGPT, c'est un projet de recherche. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas un produit fini. Donc, pour entraîner le modèle, ça a coûté 4 millions d'euros. Et ils perdent de l'argent en ce moment avec ChatGPT, ils gagnent de l'argent avec l'API, il faut le dire aussi. Maintenant, imagine, ChatGPT... Mais c'est un produit d'éducation, il faut qu'il fasse ça, en fait. OpenAI, ça existe depuis 2014. Ouais. En 2014 et jusqu'à ça, pour 2022, qu'est-ce que c'était en train de faire? C'est de la recherche. Maintenant, nous, on n'a pas la possibilité d'avoir ces fonds-là. Depuis 2014, tu dis? 2014. Ouais. Ah ouais. 2014. C'est depuis 2014 qu'il existe. 2014. Donc, durant ce temps-là, ils ont fait beaucoup de recherches. Ils ont mis beaucoup d'argent. Maintenant, aujourd'hui, nous, on n'a pas la possibilité de faire de la recherche, mais on a la possibilité d'avoir des gens qui sont intéressés par ça. Donc, nous, on construit la communauté. Parce que tout est question de contexte. Dans le contexte actuel, on ne peut pas se lancer dans ces projets de recherche sans pourtant montrer qu'on sait faire des choses. Mais au moins, si on peut montrer qu'on peut construire une demande, on peut construire une communauté, on peut prendre cela et peut-être le mettre sur la table sur différents contextes et voir quelles sont les différentes réactions. Parce qu'à la fin de la journée, ce sont les gouvernements qui investissent sur la recherche. Maintenant, les gouvernements, ils tournent. Maintenant, il peut y arriver à un certain moment que tu fasses le travail et à un certain moment, ils te remarquent, ils disent que ça, c'est du concret, il faut qu'on injecte quelque chose pour faire de la recherche. Ou tu peux être pas chanceux et peut-être tu y aura une communauté qui est là, mais vous serez juste là pour aider les gens par rapport à le projet de manière individuelle. Ouais. C'est la seule alternative. Il y a plein de communautés open source comme ça qui sont nées de bonnes intentions, mais qui sont juste, mortes avant même que le projet puisse se développer. Je pense à OpenStreetMap, etc., qui faisait des trucs super, tu vois. Nous, on a même pensé à un moment donné à utiliser OpenStreetMap, mais voilà, une communauté, ça doit se nourrir pour que ça évolue, et c'est un peu compliqué. Mais du coup, comment on fait pour terminer sur ce mot de la fin là, les gens intéressés par les initiatives de Sen AI, tu vois, nous, moi, je suis pas venu encore à un événement de Sen AI, mais Adja était partie, elle m'en a parlé, c'était super et tout. Ça pourrait être bien que la prochaine fois je vienne, mais comment on fait pour rejoindre et contribuer aussi à cette communauté là, tu vois, pour les auditeurs et tout le monde, quelle est la force qu'on peut ramener pour que ça, voilà. Et peut-être aussi commencer par présenter un peu OpenAI, en fait, Sen AI. Oui, Sen AI, c'est une initiative que j'ai lancée avec un camarade Mokhtar Sidibé il y a un mois, je pense que c'était le 3 mars. Donc, on l'a lancé parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas d'initiative qui permettait aux gens de comprendre ce qui se passait réellement, quoi. Nous, on l'a lancé le 3 mars. En une journée, on a eu 200 personnes. Au bout d'une semaine, on a eu 300, 400. Aujourd'hui, on a 735, même pas 2 mois de création. Donc, ça montre qu'il y avait une demande qui était là, stagnante quelque part. Donc, au moins, nous, on a réussi à capitaliser autour d'une communauté WhatsApp. Et ça permet aujourd'hui aux gens de pouvoir apprendre, d'avoir des astuces, d'avoir des tips pour comprendre un peu les solutions d'intelligence artificielle, pour poser les questions. On a un groupe WhatsApp et s'ils me contactent sur Twitter ou s'ils vont sur mon LinkedIn, je peux les ajouter directement, il n'y a pas de restrictions liées à ça. Et donc, nous, on est en train de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. On sait qu'ici aussi, ils ne financent pas les communautés pour faire des activités. Nous, on se cotise pour pouvoir faire des choses, mais on va continuer cette dynamique jusqu'à que le contexte soit favorable. Il faut inclure faut inclure tout le monde, en fait. Il faut que nous tous, on soit inclus dans Exactement. tout ça. En fait, c'est ça que je pense l'essence du message. Et nous, moi, perso, tu vois, on est d'une génération différente. J'ai vécu ce que tu vis là à d'autres échelles. Il faut ouvrir, les gars. C'est clair. C'est la seule chose, en fait. Lui, il a vécu aussi. Nous, on est là depuis, tu vois. Il faut ouvrir. Ça, c'est la seule chose, en fait. C'est ce que j'allais dire, en fait. Je pense que tu l'as dit. Ouvrez. On a vécu tous la même chose. Il ne faut pas que vous répétiez la même chose aujourd'hui, là. Tu vois.
Non, on est des parents maintenant. Il y a un temps pour tout. Donc, moi, la fin que j'essaie de contribuer au maximum parce que je sais que ça va passer à un certain moment. Donc, tu as raison. Ouvrez en tout cas. Venez, rapprochez-vous de toutes les boîtes, plus jeunes, moins jeunes. Ouais. Parce que c'est des sujets qui intéressent. Tu vois, la dernière fois, nous, on s'est vus pour juste dire, justement, réfléchir autour des sujets que tu évoquais tout à l'heure, c'est les différents use cases qu'on peut avoir en interne. Ouais. Tu vois, parce que ça, l'innovation, elle sera jamais senior. Ouais. Tu vois, elle vient toujours des plus jeunes, en fait. Ouais. Moi, je pense, tu vois. Peut-être que je me trompe, mais je pense. C'est Non, pas, mais c'est je pas- suis totalement pas un d'accord. truc de senior. Donc, et voilà, il faut que vous veniez quoi, et que vous rentriez dans tous les écosystèmes. Mais je pense que c'est la fin. Là, on nous presse pour... donc, Adja, Racine et Mansour nous pressent. Donc, on va les citer. Hein. Ouais. Nous pressent pour arrêter. Donc, on arrête, pas de problème. Ouais. Pour le mot de la fin, on fait un petit tour de table. Et puis aussi, par rapport au sujet, voilà, si jamais vous voulez terminer sur une note ou voilà, parler de vos activités, anything, franchement, voilà, c'est le moment. En fait, déjà, moi, je trouve que c'est un sujet qu'on ne pourra pas vraiment terminer. C'est-à-dire, on est obligé de nous arrêter parce que c'est quelque chose qu'on pourra toujours continuer de parler. Il y a tellement de choses à dire à ce propos-là. Moi, aujourd'hui, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est beaucoup plus amener les gens à utiliser déjà les outils d'IA. Pourquoi je l'expliquais tout à l'heure, Mohamed. Je dis que ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, la révolution, en fait, c'est la même chose qui s'est passée lorsqu'Internet est arrivé. Maintenant, il y a deux choses. Soit on se met à l'écart, on dit ouais, c'est un truc qui va être passager, ou on va essayer de l'utiliser. Et pour moi, surtout avec les jeunes, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent au maximum utiliser ces outils-là pour les différentes choses qu'ils veulent faire, que ce soit des business ou pas des business, mais en tout cas qu'ils puissent déjà être familiers avec ça. Pour moi, c'est déjà une première chose, en fait. Et ensuite, après, ils vont forcément développer des différents use cases, ils vont l'utiliser pour différentes choses. Mais premièrement, le pas entrer à l'intérieur, c'est déjà la première chose. Mais bon, on arrive à la fin. En tout cas, j'ai été vraiment très, très content de parler de cela avec vous. Et je pense que bon, on aura encore l'opportunité d'en parler, pas forcément dans un podcast, peut-être ce sera sur Internet pour essayer de voir en fait, de manière pratique surtout, comment nous, on peut contribuer en fait avec tous ces outils-là. Et peut-être la petite chose avec laquelle je vais terminer, c'est que ce que j'aime dire aux gens, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur les outils d'IA au point d'être désorienté par rapport à ce qu'on veut faire. Pour moi, en fait, ces outils-là viennent s'inscrire dans ce qu'on fait déjà. Ouais. Donc, il y a trop de gens qui voient les outils en question, ils voient la hype en fait, qui est là, et parfois, en fait, ça les désoriente de leur activité, en fait. Pour moi, c'est comment je prends ces outils, je l'intègre à ce que je fais déjà et que je fais mieux, en fait. Donc, si on voit les choses de cette manière-là, je pense que les gens vont aller beaucoup plus vite dans ce qu'ils font. Ils vont peut-être faire beaucoup mieux, mais ils ne vont pas être désorientés par tel outil qui sort, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup. Merci encore pour l'invitation. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, mon dernier mot par rapport à cette thématique, c'est de lancer un appel aux jeunes pour qu'ils puissent prendre en main ces technologies. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on nous a fait croire qu'il faut, pour avoir de l'expertise sur quelque chose, il faut passer par quelqu'un. Le monde a dépassé ce stade depuis longtemps. Depuis Google, ça n'existe plus. Aujourd'hui, si vous voulez développer une expertise sur les intelligences artificielles, vous pouvez le faire sur YouTube, vous pouvez le faire sur Google. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de Mohamedien pour qu'il vous pointe par rapport à ces outils-là. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est ouvert, les autres solutions sont ouvertes. Prenez le temps, au minimum, peut-être 30 minutes par semaine, pour essayer de voir ce que ça donne. Maintenant, on le dit souvent, la mentalité dans la zone francophone, c'est de se dire, moi, je ne connais pas une chose, bon, ça va venir peut-être après, j'ai le temps, bon, c'est compliqué tout ça. Mais prenez le temps de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle et ce que ça apporte au monde. Parce que j'ai dit tout à l'heure, le monde a changé et j'ai peur que les gens comprennent ce qui se passe trop tard. Parce qu'il y avait le monde avant 30 novembre 2022 et le monde après. En une journée, le monde a basculé. Aujourd'hui, on est à l'ère de la connaissance, l'ère de l'information est dépassée. Et nous encore, on est en train de se poser des questions par rapport à l'ère de l'information. Alors qu'on est actuellement sur la démocratisation de la connaissance avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est l'appel que je voulais lancer et merci encore pour cette invitation. Super, messieurs, merci. Hein. Moi, je pense que pour le mot de la fin, je vais garder cette thématique-là qui nous... Bon, on reste sur l'IA, hein, et je pense qu'on devrait arrêter un peu de parler d'IA parce qu'au final, c'est plus une nouvelle
que l'IA fait partie de nos réalités et que l'IA est le socle de l'innovation. C'est même pas une nouvelle, ça date depuis longtemps qu'il y a le socle de l'innovation. Donc voilà, peut-être que plus par les... Ça a été démocratisé. C'est ça, démocratisé, ouvert à plus de gens. Donc on a accès et donc ça donne accès aussi à l'entrepreneuriat. Moi je pense, tu vois, fondamentalement on a dit, hein, le problème c'est qu'on doit peut-être dans nos écosystèmes, dans nos pays africains, créer encore plus d'entrepreneurs. Mais quand on dit entrepreneurs, c'est pas d'entrepreneurs qui veulent se formaliser, qui veulent grandir dans une activité, qui veulent employer des gens, pas juste... Pas des solo-entrepreneurs. Voilà, pas des solo-entrepreneurs. Donc c'est ça dont on a besoin, à mon avis, que ça peut être dopé par l'utilisation des nouvelles technologies qui sont AI, etc. Et que je pense que le challenge, c'est que ce qu'on pouvait faire avant, comme on l'a dit, en 3 mois pour avoir un MVP, ou même en 6 mois ou 7 mois, on peut le faire beaucoup plus rapidement. Donc c'est de surfer sur ça. C'est comme tu le disais, Mohamed aussi, c'est contacter chacun d'entre nous. Je pense qu'on est disponible pour répondre à toutes les questions et tout ce qu'il faut. Et puis voilà, c'est de souhaiter à tout le monde une bonne semaine. J'ai pas envie de dire journée, soirée, parce que sinon on saura si on est en journée ou en soirée. Mais voilà, à très bientôt. Merci. Et puis c'était un plaisir, plaisir pour moi. Merci à tous ceux qui ont organisé derrière. Merci pour vos efforts. Merci pour tout. Et puis, voilà, merci pour les chips aussi. Et pour votre patience aussi. Et pour votre patience. Allez, bye bye. Merci.